Bonjour à tous, bienvenue à cette session qui débute avec un petit retard dû à des problèmes techniques. Nous avons un panel fantastique qui va nous accompagner cet après-midi en Europe et dans d'autres fuseaux horaires ailleurs dans le monde. Nous espérons qu'ils pourront se joindre à moi à l'écran tout de suite. Première question, nous avons tout d'abord Vision Fund, que je représente. Nous avons Oscar Navas, Bancamia Colombie, Alia Farhat, Al Majmoua Liban et Annington Tenge, Manager de Business Research and Development, ainsi que responsable inclusion financière réfugiés en Ouganda. Merci à vous tous d'être parmi nous. Nous nous excusons de ce petit retard. Nous allons évoquer l'inclusion financière pour les personnes déplacées de force ainsi que d'autres résidents nés à l'étranger. Nous avons décidé de nous concentrer sur 4 thèmes pendant cette discussion d'1 heure, car il y a beaucoup de questions à aborder. Néanmoins, nous avons estimé que ces 4 thèmes pouvaient intéresser beaucoup de personnes avec qui nous avons pris contact ces dernières années. Nous percevons un risque lié à la segmentation, la performance client et le soutien de l'extension des services aux résidents étrangers. Nous allons nous appuyer sur des présentations que nous projetons et qui nous permettront d'étayer notre discussion. Vous voyez les 4 institutions représentées dans notre panel qui sont différentes de par leur type, leur âge d'existence, leur taille, leurs produits un petit peu. Et nous pouvons dire qu'il s'agit de pionniers au niveau mondial. 18% du portefeuille sont nés à l'étranger et nous avons 3 panélistes qui ont débuté en 2018 et qui agrandissent très rapidement leur portefeuille. Nous allons maintenant nous attaquer directement aux différents thèmes. L'audience peut poser des questions dans l'encadré commentaires ou chat que vous avez sur votre écran. Vous voyez les adresses électroniques des panélistes qui s'affichent également. Donc plus tard, vous pourrez leur poser des questions spécifiques. N'hésitez pas. Premier thème. Il s'agit des risques perçus et réels. Quand il s'agit de fournir un service aux résidents étrangers, bien souvent, les prestataires sont préoccupés. Chacun reconnaît que ce nouveau segment est inconnu et beaucoup de responsables ont un avis bien précis sur ces nouveaux segments, même si ces avis s'appuient largement sur des stéréotypes. Le risque de fuite ou bien encore l'absence de documentation des réfugiés, l'insolvabilité, la capacité à gérer un prêt, autant de risques réputationnels qui sous-tendent les avis des prestataires de services financiers. Pourtant, ces évaluations de risques évoluent dans le temps et de plus en plus, les prestataires s'habituent aux réfugiés. Je vais inviter Oscar de Bancamia pour commencer à nous parler de la perception du risque de Bancamia, comment elle a évolué, notamment par rapport aux réfugiés du Venezuela en Colombie et comment cela a évolué dans le temps. Oscar. Bonjour Léna, bonjour à toute l'audience, merci pour votre présentation. Vous avez bien décrit, je crois,
les préoccupations classiques qu'ont ces institutions sur les préjugés dans le développement des programmes destinés aux personnes déplacées. Mais, comme vous pouvez le voir dans la présentation, ces préoccupations sont très similaires. Peu importe la région mondiale, Liban, Colombie, Ouganda. Donc le problème, ce n'est pas les préoccupations elles-mêmes, mais la capacité ou l'aptitude qu'ont les institutions de gérer ces préjugés. Au sein de Bancamia, notre programme de personnes déplacées est une initiative récente qui date de 2019. Notre perception du risque n'a pas fortement changé depuis. En termes de capacité d'endettement, de l'aspect juridique et donc la solvabilité reste des préoccupations pour nous. Mais ce que je puis dire, c'est que nous comprenons un peu mieux la situation que précédemment. La décision de lancer le programme nous a donné la possibilité de nous rapprocher de la population, de découvrir leurs besoins à partir de leur comportement. Et sur cette base, sur cette connaissance, nous faisons face aux risques. Au début, par exemple, la préoccupation la plus importante, le défi majeur, semble être l'absence d'informations crédit d'historique pour les emprunteurs potentiels. Mais nous avons constaté dans le même temps que ce thème semble être une grande source de frustration pour les migrants qui, dans le passé, dans leur pays, avaient un historique de crédit et une réputation qui était liée à un grand nombre d'efforts et qu'ils devaient tout reprendre à zéro dans leur nouveau pays, loin de chez eux. Pour résoudre ce problème, nous avons lancé 2 études. La première, pour comprendre et apprendre. Il est important d'apprendre et de comprendre notamment, puisque nous avons décidé de procéder étape par étape pour comprendre les comportements, comprendre la situation des personnes concernées, comment ces personnes communiquent et le niveau de soutien qu'ils reçoivent peut-être de leurs proches, de leur famille ou d'amis. Et sur la base de ces éléments, nous avons défini des critères d'évaluation. Ce qui nous a permis de mesurer la nature de l'emprunteur. D'autre part, nous avons encouragé d'autres institutions à se joindre à nous et de la sorte, j'ai trouvé des partenaires stratégiques fantastiques. 2 partenaires ont souhaité nous accompagner en offrant des garanties pour soutenir les crédits. Pour l'instant, notre programme est dans ses débuts en raison du Covid, mais d'ores et déjà de petits prêts de 350 $ ont été lancés pour apporter un soutien aux petits commerces. Les autres ont la possibilité d'épargner dans le cadre de comptes d'épargne en guise de premier pas vers l'épargne. Je suis très fier de pouvoir dire que 36% des clients vénézuéliens sont des femmes. Et le vrai défi, c'est de voir comment développer notre aptitude à comprendre leur situation. Voilà mon avis. Merci. Merci beaucoup, Oscar. Alia, quelle est votre expérience supplémentaire à partir du marché très difficile du Liban? Merci, Lene. J'aimerais m'appuyer sur ce que vient de dire Oscar
Effectivement, nous avons constaté qu'au fil du temps, le risque a évolué. Et je crois qu'il en va également de notre perception du risque qui a changé. Quand nous avons commencé à travailler avec les résidents étrangers, réfugiés palestiniens, puis syriens, ou encore d'autres communautés, telles que les Philippins, lorsque nous avons commencé à bien les connaître et à établir une relation étroite, nous avons pu différencier la perception du risque, ce qui nous a permis de fortement accroître le nombre de clients résidents étrangers dans notre portefeuille. Martina, qu'en est-il du point de vue de Vision Fund en Ouganda pour les réfugiés? Alors, vous avez raison. Je peux confirmer ce qu'ont dit les deux orateurs précédents. Il y a une évolution de la perception à partir de clients à risque au début, puisqu'ils sont nés à l'étranger, et il y a une vraie transformation vers des questions qui tournent autour du produit et des défis liés au réseau. Est-ce que les produits sont durables? Qu'en est-il des réseaux d'agents? Autant de questions que l'on a toujours dans le monde de la microfinance. C'est ce qui nous a occupés l'année passée. Au début, on se concentrait sur la personne à risque, mais on est passé au produit qui doit fonctionner au quotidien et de façon durable. Est-ce que ceci se retrouve dans votre portefeuille? Eh bien, effectivement, les portefeuilles sont plus ou moins les mêmes et c'est un apprentissage continu. Par exemple, quand vous regardez le rapport ville et campagne, on a les villes où les gens sont très mobiles, ou bien encore les villages où les gens se trouvent en famille ou bien habitent de façon dispersée. Il y a vraiment différentes clientèles, mobiles et clairsemées d'autre part. Et donc ces aspects sont très importants. C'est important pour nous, pour ce qui est également des demandeurs d'asile. C'est une difficulté au niveau de l'identification de ces clients. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, je voudrais passer à un deuxième sujet, la segmentation, ou plutôt, comment est-ce que les capacités de segmentation peuvent être réactivées? Parce qu'elles ne sont plus aussi solides que dans les 10 dernières années. Étant donné que les bailleurs, au début, ne connaissent pas bien les résidents étrangers, qui ne se sentent pas capables d'appliquer la connaissance locale des indicateurs de stabilité à leurs clients, la segmentation basée sur de nouveaux critères devient très importante. Ça devient un critère très important. Et très souvent, ces critères sont beaucoup plus sévères, beaucoup plus stricts au début, mais ils évoluent au fil du temps autour du séjour légal et de la capacité économique. Et au fur et à mesure que les bailleurs connaissent un peu mieux le secteur et ces nouveaux segments, tous les nouveaux indicateurs sont de plus en plus fins et sont intégrés dans le processus d'évaluation standard. Alors, Alia, est-ce que vous constatez également cela dans votre expérience au Liban, ou comment avez-vous réussi à segmenter et à trouver la meilleure correspondance pour vos groupes cibles de personnes déplacées? Oui, merci beaucoup pour cette transition et merci à Rennington. Parmi les choses que nous avons voulu analyser depuis le début, c'est de savoir si on a besoin de produits spéciaux pour les résidents étrangers ou si on veut garder nos produits existants. Et au niveau de la gestion, la décision a été prise de consulter le terrain, certains de nos clients libanais, etc.,
pour pouvoir inclure les produits existants d'une façon sur un pied d'égalité à ces résidents étrangers. Mais alors la différenciation peut se passer au niveau du critère d'éligibilité pour ce qui est des nouveaux emprunteurs résidents étrangers. Et en considérant les différents risques que nous avons vus à l'écran, nous avons développé nos critères d'évaluation de façon à atténuer les risques que nous avions identifiés. Par exemple, si vous regardez l'écran pour répondre aux risques de mobilité, par exemple, la plupart d'entre nous, nous avons étudié des choses similaires. Par exemple, depuis combien de temps est-ce que cette personne est dans un pays? Est-ce que s'il s'agit d'une entreprise opérationnelle ou pas? Est-ce que le séjour est légal? Est-ce que ces personnes ont des documents? Est-ce que les enfants sont à l'école, etc.? Ce sont des facteurs qui peuvent atténuer notre perception du risque. Et pour répondre à certaines questions juridiques, on a tous analysé les critères minimums pour leur donner des documents de résidence légale. Et ce qu'on a constaté à l'époque, c'est qu'à côté du changement de notre perception de ces risques, le critère d'éligibilité a aussi été raffiné. Par exemple, chez nous, nous avons commencé à nous pencher sur le risque de vulnérabilité ou sur le risque d'endettement de ces clients résidents étrangers. Et donc, la situation a changé, notre perception a changé au fil du temps. Comme vous l'avez dit, nous avons pu établir une distinction entre les critères de base qui sont fondamentaux, par exemple nos critères d'évaluation normalisés, la perception des normes, etc. Mais il y a également d'autres choses qui ont été raffinées au fil du temps, qui ont été peaufinées au fil du temps. Et l'idée, c'est que chaque organisation aura sans doute une approche différente dans son approche des risques et comment atténuer ces risques. Mais ce que nous avons constaté en discutant de ces différentes IMF, c'est que l'histoire est relativement semblable. Nous approchons le risque de façon similaire. Merci beaucoup, Alia. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et voilà, je me tourne maintenant vers Huntington. Avez-vous quelque chose à ajouter par rapport aux indicateurs, aux critères que vous appliquez dans votre cas? Oui. Pour le premier niveau de segmentation, ça a été relativement facile en fonction de leur origine. Par exemple, quand on voit quelqu'un qui vient du Congo ou d'un autre pays, c'est tellement facile de savoir comment ils appliquent cette segmentation. Ce sont des groupes très solidaires qui se basent sur des réseaux très solides. Donc c'est très facile de suivre dans ce cas leur histoire et cela nous permet également d'employer des réfugiés qui parlent la même langue et avec qui on peut se comprendre. Donc une fois que la barrière de la langue est dépassée, les autres choses sont beaucoup plus faciles à identifier. Alors comment allons-nous communiquer? Comment est-ce que ces personnes vont communiquer avec leur famille à cause de la distance qui les sépare? Et je sais que c'est très facile dans certains cas de retracer l'histoire de ces personnes, de retracer leurs liens avec leur communauté et de savoir d'où ils viennent. Donc cela aide à établir cette segmentation et ça nous aide également à augmenter notre portefeuille. Merci. Oscar, je me tourne vers vous. Par rapport à votre portefeuille de clients vénézuéliens, avez-vous ajouté des critères spécifiques à la segmentation? Oui. Ça s'est passé de la même façon que chez mes collègues. Alors, nous sommes passés par une étape d'évaluation et puis chez nous, Banca Mia, l'institution qui fait partie de la microfinance de notre fondation, se concentre sur ce genre de clients qui ont eu des petites entreprises ou qui gèrent des petites entreprises. Ça, c'est vraiment notre groupe cible. Donc, nous nous concentrons sur les différentes variables, tout particulièrement le type d'entreprise
et sur des sources d'informations qui nous servent de référence, des références qui sont fournies par les clients, par nos clients, par les voisins. Et cette information nous permet de comparer les informations fournies par les clients quand ils demandent un crédit. Et on peut comparer ces informations avec la situation réelle. Alors, autre chose que j'ai apprise, c'est que dans cette expérience avec les clients ne demandent pas déjà d'abord un crédit. Ils préfèrent d'abord ouvrir un compte d'épargne et puis, une fois qu'ils ont accumulé quelque épargne, ils décident de faire le pas et de demander un crédit. Merci beaucoup, Oscar. Maintenant, vous utilisez les VSLA, les villages d'épargne et de crédit, comme base de prêt aux réfugiés. Avez-vous ajouté des indicateurs pour votre segmentation dans ce marché en particulier? Martina. Oui, tout à fait. Alors, nous avons eu des contacts avec les réfugiés et petit à petit, nous avons remarqué comment ils se débrouillent en communauté, comment ils vivent en communauté. Alors, nous avons voulu développer un portefeuille parmi ces réfugiés. Parmi les personnes actives, nous avons ajouté des critères à ce groupe cible en particulier. Nous avons également souligné le problème, la question des crédits antérieurs. Nous avons maintenant ajouté des indicateurs sur le taux de rétention d'une année à l'autre. Donc on regarde en fait au début les antécédents. C'est un critère que nous avons ajouté à notre segmentation. Alors quand il s'agit de groupes très forts, très solides, ils ont leur, si vous voulez, leur constitution, leurs règles de constitution. Ils ont des associations qui se rencontrent régulièrement, qui épargnent régulièrement. Ce qui nous permet de prendre notre décision. Oui, effectivement, c'est un peu ce que nous faisons tous. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au troisième sujet sur lequel tout le monde nous pose des questions. Comment est-ce que les personnes déplacées de force, comment est-ce que les résidents étrangers se comportent en tant qu'emprunteurs ou prêteurs au fil du temps et comparer le sentiment que les bailleurs de fonds ont généralement par rapport à ces différents groupes et comment est-ce que leur sentiment a changé au fil du temps. L'information sur le comportement de ces différents groupes est très important. Évidemment, on ne peut pas parler de rendement sans également se pencher sur l'impact du Covid-19, puisque c'est un sujet majeur de notre conférence. C'est évident, comme vous le voyez ici à l'écran, sur le schéma qui représente le parcours de croissance. C'est qu'ici, nous montrons le comportement des résidents étrangers qui ne sont pas toujours les emprunteurs qui ont accès aux bailleurs, aux institutions de prêt. Et comme vous le voyez, il y a des sociétés qui ont commencé leur activité en 2015 et les autres ont démarré leur activité en 2019. Mais elles ont déjà arrivé à un niveau très élevé de nombre de clients. 16 000 clients. Alors, si on se base sur les leçons apprises par ces institutions de crédit, et si on les compare avec leur comportement au niveau national à partir de mars ou avant mars, avant le début de la pandémie, je voudrais que vous
des mariés, Martina, et nous dire ce que Vision Fund a appris en observant le comportement des clients réfugiés par rapport aux ressortissants pendant et avant la crise. Alors, nous avons donc tenu compte des circonstances. Il n'y avait que quelques services qui étaient autorisés, donc l'alimentation, impossible de prendre les transports publics. C'était difficile pour nous. Les restrictions pour se réunir, 5 personnes maximum. Et notre produit était conçu de manière à ce que nous réunissions jusqu'à 30 personnes. Donc, en cette période du Covid, oui, nous étions vraiment inquiets au début des restrictions. Nous nous sommes dit que le portefeuille des réfugiés allait s'effondrer, que cela ne pourrait pas marcher, que ces revenus-là seraient perdus. Alors, qu'avons-nous fait? Nous avons demandé le retour d'expérience des clients pour savoir comment ils vivaient la situation sur le terrain. Nous avons interviewé 417 personnes et nous avons pu le faire parce que nous avions du personnel local. Sinon, cela n'aurait pas été possible si nous n'avions pas eu des membres du personnel qui vivaient à côté de ces communautés. Donc ça, c'était vraiment un grand atout que nous avions. Qu'avons-nous trouvé? Eh bien, 81% des groupes de réfugiés ont continué à se réunir d'une manière ou d'une autre, que ce soit en petits groupes, alors que ce soit de manière un peu plus restreinte. Mais ces gens ont continué à se réunir et ont continué à épargner d'ailleurs. Et tandis que 5% des résidents, eux, se réunissaient. Donc il y avait là une différence de taille. Et également au niveau de l'épargne. Bon, nous proposons des produits de crédit et donc le remboursement est quelque chose d'important. Alors, nous avions un taux de remboursement parfait avant le Covid, avant le mois de mars. Et puis, le taux de remboursement a été fortement atteint. Mais si l'on compare le groupe des réfugiés, leur taux de remboursement était tout de même de 72 à 80%, alors que pour d'autres produits destinés à des résidents, là, nous étions plutôt à des chiffres de remboursement de 20-25%. Nous avons assisté à une résilience extraordinaire auprès des réfugiés. Et pour ce produit-ci, c'est le produit qui a continué à être proposé. Léna, désolée, je vous interromps. Oscar, quelle a été votre expérience? Comment est-ce que vos clients vénézuéliens s'en sont sortis et se sont comportés? De manière générale, un degré de loyauté important, un degré d'engagement important également. Les clients migrants ont tendance à faire preuve de plus de responsabilité avec leurs produits de crédit. Peut-être parce que les possibilités de crédit leur sont limitées sur le marché. Mais tout au long de cette période du Covid, les personnes déplacées de force avaient accès à un programme de Banca Mia et nous avons donc pu observer l'engagement
des clients vénézuéliens envers les prêts. La pandémie nous a montré 3 faits supplémentaires. Les revenus des personnes déplacées de force sont plus volatiles par rapport aux locaux, étant compte tenu de leurs conditions de vie. Deuxièmement, les migrants ont donc souffert d'un choc sur leurs revenus, donc une capacité de remboursement restreinte et enfin, certains migrants sont venus au Venezuela de manière temporaire, vu par les circonstances. Et donc, c'est une information importante au moment de l'évaluation. Oui, cette mobilité croissante, justement quand il n'y a plus d'opportunités, c'est quelque chose que nous observons partout ailleurs aussi. Hannington, est-ce que vous avez observé des différences de performance entre le portefeuille urbain et rural? Oui, tout à fait. 3 éléments. Alors, pour ce qui est des urbains, plus de retrait au niveau de l'épargne. Et alors, la communauté urbaine a été plus touchée que la communauté rurale. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Et c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Cela a évidemment une incidence sur le portefeuille. Maintenant, pour ce qui est de la population urbaine, là, il y a vraiment eu des difficultés à recevoir également des aides. Donc, l'impact, il est là. Et il est important, la segmentation est très très importante. On voit que les segments réagissent différemment et c'est important pour voir comment les aider après le Covid également. Alia, au Liban, qui a été frappé par différentes crises, y compris le Covid. Comment cela s'est ressenti sur la performance? Alors oui, le Covid et toutes les autres crises, la qualité du portefeuille des personnes déplacées de force était très positive par rapport à ceux de la population libanaise. Après le Covid, plus crise financière, plus la crise politique, toutes ces crises qui n'ont fait qu'aggraver la situation, nous avons compris que tous nos clients ont été touchés. Le portefeuille à risque a augmenté partout. Pour nous, ce n'est pas la nationalité l'indicateur qui permet d'évaluer la performance des clients. Non, c'est plutôt le degré de vulnérabilité qui doit être pris en compte. Ce que nous avons observé un peu partout, c'est que la nationalité importe peu. Ce que nous avons vu auprès de nos clients syriens qui étaient déjà très vulnérables, ils ont vraiment été frappés de plein fouet par toutes ces crises. Et là, le portefeuille à risque a augmenté, mais c'est tout à fait compréhensible. Et encore une fois, pour le Liban, c'est quelque chose que nous avons observé chez tous les clients. Ce que je voulais juste souligner,
parce qu'il y avait ici ce graphique qui nous montrait qu'à la fin de 2019, nous avions 17 000 clients actifs, donc de personnes déplacées de force. Et aujourd'hui, petite interruption, nous sommes à 7 000. Donc en moins d'un an, nous avons perdu 10 000 clients, personnes déplacées de force, mais encore une fois, c'est cohérent si l'on regarde le portefeuille général qui est passé de 19 000 clients actifs à 15 000 en moins d'un an. Oui, c'était une année difficile pour tout le monde, en particulier pour le Liban. Alors, nous en arrivons à notre quatrième thème, et là nous tournons notre regard vers l'avenir. Nous avons déjà parlé un petit peu au cours de cette conférence sur l'impact du Covid sur les personnes déplacées de force. Alors, pour ceux qui desservent des personnes déplacées ou des personnes nées à l'étranger, le type de soutien ou d'aide semble également évoluer au fil du temps. Je vais donc poser des questions sur les arrangements de partage des risques, garantie de crédit, parce que le risque de fuite perçu est tellement élevé. Mais les garanties sont onéreuses. Et beaucoup de prestataires de services financiers annulent d'ailleurs ces garanties dès qu'ils voient que la performance est généralement bonne des portefeuilles. Hannington, je voulais commencer avec vous. Quelle a été l'expérience de YouGovFood? Quelle est l'aide la plus importante qu'il faudrait fournir pour accroître ce portefeuille de clients nés à l'étranger? YouGovFood compte un portefeuille de plus de 3000 clients nés à l'étranger, et donc c'est considérable. Ces personnes sont bancables, les réfugiés. On peut avoir un portefeuille important, et donc, oui, il faut du soutien en termes de capital investissement. C'est également une question d'état d'esprit. Nous avons besoin de beaucoup de soutien pour que le personnel puisse bien comprendre la situation. Il faut également communiquer dans la langue des personnes. Donc, l'éducation ici est importante. Il faut renforcer les capacités du personnel également, leur permettre de bien communiquer et faire confiance également aux prestataires de services financiers. Il faut d'ailleurs traduire tous les documents pour tenir compte de la segmentation, des segments que nous servons, pour que les gens se sentent à l'aise. Et puis, pour ce qui est des produits, il faut parfois les peaufiner. Alors, je pense également à la banque islamique. Ce n'est peut-être pas... Nous avons en fait beaucoup de segments qui viennent de pays islamique. En tout cas, la demande, elle est là, donc il faut également y répondre. Il faut davantage de recherche. Il faut bien comprendre les segments. Et si ces personnes-là peuvent consommer les mêmes produits que les résidents, peut-être qu'on peut faire beaucoup mieux encore. Donc, oui, il faut voir quels sont les services financiers nécessaires. Nous avons besoin également de partenaires. En tout cas, les compétences financières sont essentielles
pour nous, pour que nous puissions continuer à étendre nos activités, à commercialiser nos produits. Et nous devons réfléchir également à l'extension de nos offres. C'est vraiment un marché important. Et on ne peut pas du tout partir du principe que les gens restent les mêmes. Non. Toute aide est la bienvenue pour voir comment améliorer nos produits parce que ce marché, il existe, il est important. Oscar, avec une banque, une étude pilote, est-ce que vous avez encore l'approche selon laquelle l'approche garantie de crédit est importante ou est-ce qu'il y a un changement dans l'analyse de risque? L'aîné, j'ai le sentiment que les choses évoluent. Au fur et à mesure du développement du projet, nous avons développé des alliances avec d'autres institutions, USAID, le gouvernement américain, l'IFC, le programme de partenariat aux réfugiés, des alliances importantes qui nous ont permis d'aligner les ressources des programmes pour mieux concevoir les produits et partager les risques via des instruments de garantie. C'est important, mais j'ai découvert un autre besoin en termes d'assistance technique. Par exemple, la Colombie est un pays accueillant qui accueille les migrants. Beaucoup de permis de travail le prouvent, ou de permis de séjour permanent émis par le gouvernement ces dernières années. Et surtout, un cadre réglementaire a été développé par la Colombie pour développer l'inclusion financière. Cependant, les résultats sont encore faibles pour les personnes déplacées. Sur les partenariats, juste 15% des Vénézuéliens en Colombie ont pu ouvrir un compte, alors qu'on en est à 80% pour les résidents locaux. Il y a donc un grand nombre de personnes qui n'ont pas de statut légal de résident. 42% des migrants en Colombie sont des irréguliers. Et donc, il y a une grande marge d'amélioration en termes d'assistance technique, car même si le gouvernement a fait des efforts en termes d'amélioration de l'identification et de régularisation de ces personnes, il faut accompagner les migrants pour les aider à comprendre le processus. Malheureusement, les niveaux faibles de régularisation est dû en partie par l'absence de connaissance des procédures pour y parvenir. Au-delà des garanties, de l'assistance technique institutionnelle, il y a, je crois, matière à amélioration en termes d'assistance technique pour faciliter l'inclusion financière. Merci. Merci, Oscar. Martina, le Vision Fund, la mise en œuvre pour les réfugiés dans les régions éloignées, quels sont pour vous les besoins principaux, et notamment en vue de l'accroissement du portefeuille? Il y a un écho, il n'est pas possible d'interpréter malheureusement.
Nous avons la voix de Martina en double, donc il y a un écho, ce qui rend impossible la compréhension de ses propos. Alia, pour le Liban, effectivement, il y a beaucoup à améliorer, beaucoup de retard à rattraper. Mais quel type de soutien existe pour faire regrandir le portefeuille des résidents étrangers? Eh bien, il s'agit, je pense, d'améliorer leurs moyens de subsistance, de les aider à redécoller pour pouvoir envisager un prêt en guise d'option viable pour ces personnes. Et j'aimerais me concentrer sur autre chose. Indépendamment de ce qui a pu se produire, s'il n'y avait pas eu le Covid, s'il n'y avait pas eu la crise au Liban, ce que nous aurions vu comme tendance, je pense, c'est peut-être poursuivre le développement d'autres types de services, de nature financière ou non, pour les personnes déplacées de force. Avant le Covid, on planchait sur un programme qui rattachait le segment philippin de clients avec des banques aux Philippines pour créer des passerelles pour les transferts d'argent, pour échanger des informations concernant l'historique de crédit, afin qu'une fois de retour aux Philippines, ils peuvent utiliser ce type d'informations. Malheureusement, tous ces projets ont été mis de côté pour l'instant, mais nous avons bien sûr l'intention de les remettre sur la table. Nous avons vu également que plus les personnes déplacées passent du temps dans le pays, mieux on les connaît, plus nous constatons qu'elles ont besoin de services financiers réguliers, classiques, comme l'épargne et la microassurance. Donc nous espérons que les temps s'améliorent pour pouvoir nous remettre en selle et nous adonner au business as usual. Absolument. J'aimerais synthétiser cette séance en reprenant vos meilleurs conseils aux autres prestataires de services financiers qui sont en cours d'élargissement de leur offre aux résidents étrangers sur leur marché. Qu'avez-vous appris? Quel est votre meilleur conseil? Commençons par Martina. Il y a un écho, Martina ne peut pas être interprétée.
Effectivement, beaucoup de personnes seront d'accord avec cela. Oscar, quels seraient les conseils à d'autres banques? Bon, je crois que beaucoup d'obstacles doivent être surmontés en vue de l'intégration des personnes déplacées, inclusion sociale et économique. Et si le pays d'accueil a des capacités réduites à répondre aux phénomènes migratoires, eh bien la migration peut aggraver la situation du pays avec la situation de pauvreté qui s'accroît. D'où le rôle important qu'ont les prestataires en termes d'action. Mais j'estime que c'est impossible si les efforts restent isolés. Il convient de travailler main dans la main avec le gouvernement, le régulateur, le secteur privé et le secteur public pour créer un écosystème favorisant l'inclusion sociale et économique. Et donc mon conseil serait d'établir les liens avec d'autres institutions, de construire des alliances et de développer des actions communes. Au sein de Pancamia, la Fondation de microfinance estime sincèrement qu'il convient de créer des opportunités pour les prestataires, quelles que soient les conditions, les situations particulières des résidents étrangers, des personnes déplacées, des migrants. C'est compliqué, mais simultanément, les conditions de vie, non seulement des migrants, mais également des communautés d'accueil, comptent. Et d'où mon conseil, avançons pas à pas, petit à petit. Alia, sur un marché où le travail avec un gouvernement n'est pas forcément le meilleur la plus simple des approches, qu'est-ce que vous conseilleriez aux prestataires de services financiers? Eh bien, il me vient à l'esprit qu'il est nécessaire de connaître les personnes déplacées, communiquer en interne, écouter vos supérieurs, le personnel, voir dans quelle mesure cela répond à notre mission sociale. Et il ne faut pas avoir peur de se lancer dans le contact avec ces personnes déplacées. On revient de loin en réalité. Nous constatons que le jeu en vaut la chandelle, qu'il faut vraiment soutenir et investir dans ces personnes. Au Liban, nous avons connu beaucoup de contraintes venant du gouvernement qui nous a forcés à reculer en partie, mais nous progressons petit à petit en vue d'une insertion. Merci beaucoup. Dernier mot à Hannington. Je dois dire que nous avons compris un certain nombre de choses et notre modèle de base semble fonctionner. Il est possible de bancariser les personnes déplacées, c'est faisable, un développement est possible. C'est une nouvelle frontière que l'on aurait dû franchir il y a bien bien longtemps. Et du coup, on a perdu du temps, il faut le dire. Et d'ailleurs, ça s'applique à tous les types de portefeuilles, en termes de clients, de services. Et pour parvenir à cela, les prestataires doivent développer un environnement propice aux réfugiés, aux personnes déplacées. Nous devons arriver à comprendre comment les développer de façon humaine. Ces personnes sont là pour nous aider à développer notre économie, à apporter leur contribution, et donc nous avons, notre contribution à apporter également. Merci Hannington, merci à tous les panélistes. Nous avons commencé avec un retard de 5 minutes, nous avons rattrapé le temps. Je ne vois pas de questions dans l'encadré commentaire. Nous ne souhaitons pas non plus voler du temps aux sessions ultérieures de la semaine de la microfinance. Je tiens donc à vous remercier tous quatre pour vos commentaires. Cette session
restera disponible pour un visionnage ultérieur. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements de votre expérience. Et merci beaucoup à l'audience. Nous espérons que beaucoup plus de marchés pourront être servis et beaucoup plus de personnes déplacées et résidents étrangers pourront être servis. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons maintenant passer à la mise à l'établissement de réseau. Donc vous pouvez discuter avec d'autres personnes qui sont à portée de clic. Après cette session, il y aura 2 sessions parallèles dont je vous parlerai un peu plus au bout d'une demi-heure de réseautage